Sauf que c'est exactement le même problème qu'avec la vitamine C et le scorbut, puisque une très faible dose de vitamine C suffit à éviter le scorbut, mais la dose idéale est beaucoup plus importante. Avec la vitamine D, c'est exactement pareil. Une dose faible permet d'éviter le rachitisme, mais la dose idéale est bien plus élevée et de nombreux scientifiques l'ont démontré dans de très nombreuses publications extrêmement sérieuses. Bonjour tout le monde! Alors depuis que j'ai publié ma dernière vidéo dans laquelle je vous parle de la découverte exceptionnelle du professeur Didier Raoult et dans laquelle je disais que justement l'information ne circulait pas assez à mon goût, et bien quasiment tout de suite après que j'ai publié la vidéo, en fait, j'ai commencé à voir de nombreux articles qui traitaient du sujet, qui parlaient de la chloroquine, que ce soit dans des articles que l'on pouvait trouver sur internet, de certains journaux, même à la radio et à la télévision, on commence à en parler beaucoup plus. Donc eh bien, je suis très content, cette information a circulé, donc c'est quelque chose de très positif. Je vous informe également, ou je vous rappelle que l'établissement du professeur en question, ou dans son service, eh bien, organise des dépistages du Covid-19 et en cas de résultats positifs, eh bien, il propose le fameux protocole dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Donc c'est une excellente nouvelle pour ceux qui habitent sur place. Et je sais qu'il y a également des établissements, notamment en région parisienne, mais pas uniquement, qui proposent la même chose. Donc c'est un petit peu du cas par cas, on ne doit pas le proposer partout pour l'instant, mais ça commence à être fait, l'information se propage, l'idée fait son chemin, et de nouveaux tests d'ailleurs vont être pratiquer des tests du traitement d'hydroxychloroquine et d'arythromycine. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut agir assez vite puisqu'on n'a pas énormément de temps non plus. Et donc des porteurs du virus vont d'ailleurs être testés et auront une chance de guérison si ce traitement fonctionne. Mais comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, étant donné que ça a fonctionné de manière assez spectaculaire sur 24 patients, eh bien, il n'y a pas de raison pour que ce soit un échec cuisant. Alors avant de continuer, je voulais aussi répondre à une remarque qui m'a été faite par écrit concernant la diffusion de cette information. Et puisqu'une personne m'a dit que ça risquerait d'engendrer certaines automédications de personnes qui voudraient donc se procurer à tout prix ces médicaments et qui risqueraient de faire n'importe quoi. Donc la personne me disait, eh bien, laissons plutôt faire les médecins. Alors bon, j'ai répondu plusieurs choses, à savoir que la diffusion de l'information a été faite par Didier Raoult lui-même, par son institut ou son établissement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, lui-même, et puis que ces médicaments de toute façon sont fournis par ordonnance. Donc se procurer des médicaments délivrés par ordonnance sans pouvoir procurer celle-ci est de toute façon illégale. Donc je n'incite aucunement à l'automédication, mais plutôt à faire circuler l'information pour que ça incite eh bien, à la poursuite des études et au lancement de ces thérapies qui doivent s'effectuer sous contrôle médical, c'est une évidence. Voilà, d'ailleurs j'ai vu plusieurs articles circuler sur des personnes qui sont en cours de traitement auprès de Didier Raoult. Donc à suivre, en tout cas cette personne extrêmement compétente et certainement d'ailleurs la personne la plus compétente au monde sur le sujet. Et si ce traitement s'avère efficace sur un grand nombre de personnes, je le dis, ce professeur méritera le prix Nobel. Alors un autre aspect que l'on peut souligner et que j'avais souligné dans la dernière vidéo, c'était qu'il y avait une préconisation de la part de ce professeur, mais pas uniquement, de dépistage massif, et ça n'a pas été la priorité en France. Et j'ai vu circuler une information qui faisait un comparatif du nombre de décès en France et du nombre de décès en Allemagne. Il faut savoir qu'en proportion, d'après l'information que j'ai vue circuler, en Allemagne, il y avait beaucoup moins de décès dus au Covid-19 par rapport à la France. En France, on est à plus de 3% de décès, et en Allemagne, on est autour de 0,3%. Donc ça fait un décalage assez considérable, et une étude a été réalisée, et d'après cette étude,
Encore une fois, j'utilise beaucoup le conditionnel parce qu'il faut toujours bien recouper les informations, il faut être très vigilant et il faut vraiment faire attention aux mots qu'on emploie et il faut être très précautionneux pour ne pas dire n'importe quoi. Et donc d'après cette étude, cet écart assez considérable viendrait des tests massifs réalisés par les Allemands. Après, il y a aussi une différence culturelle assez majeure, à savoir que les Allemands sont en général des personnes très pragmatiques, axées voilà, sur l'efficacité, la discipline, le pragmatisme, et qu'en France c'est un peu plus de l'indiscipline. Je pense que c'est pas une insulte que de dire ça. Je pense que peu de gens me contrediront sur ce point. Alors c'est la 3e vidéo que je réalise sur le Covid-19, enfin même la 4e, et dans l'une d'entre elles, je parlais de l'immunité, puisque je vous rappelle que nous avons un système immunitaire et que nous avons des cellules dans l'organisme qui sont chargées de nous protéger. Et lorsqu'on a un excellent système immunitaire, on peut passer à côté de très nombreuses maladies. Et d'ailleurs, j'ai parlé d'une citation de Pasteur qui aurait dit « Béchamp avait raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout », puisqu'il avait un contemporain qui s'appelait Béchamp, pardonnez-moi, j'ai oublié son prénom, qui donc lui parlait beaucoup plus du vivant, de l'organisme, plutôt que des microbes. Tout ça pour dire que avec un système immunitaire efficace, on passe au travers d'énormément de choses. Et donc je vous avais donné des conseils pour booster votre immunité. Et je vous invite à aller voir cette vidéo qui est intitulée « L'immunité face au Covid-19 » et je vous invite également, si ce n'est pas encore fait, à aller voir ma vidéo qui vous parle du traitement contre le Covid-19. Je vous invite à aller les regarder, les écouter attentivement jusqu'au bout, à les liker, les commenter et à les partager au plus grand nombre. Alors donc, pour rester dans le sujet et dans la continuité de comment aider l'immunité, il faut savoir que dans la vidéo dans laquelle je parlais de cette immunité, j'ai évoqué plusieurs substances naturelles, dont la vitamine D, et aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu plus en profondeur de cette vitamine extrêmement précieuse. Alors qu'est-ce que la vitamine D? Beaucoup de gens en ont entendu parler, mais peu de gens la connaissent en détail. Il faut savoir que déjà on ne devrait pas dire qu'il s'agit d'une vitamine, puisqu'en réalité c'est plutôt une hormone. Mais par commodité de langage, je vais quand même reprendre ce terme de vitamine. Alors c'est une vitamine liposoluble. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'elle se dissout dans les lipides, c'est-à-dire dans les graisses, par opposition aux vitamines hydrosolubles qui, elles, se dissolvent dans l'eau. Alors c'est sans doute la vitamine la plus sous-estimée parce qu'elle a une importance capitale et je sais que ces dernières années, elle a été énormément étudiée, notamment aux États-Unis, mais pas que, et qu'on a fait des découvertes vraiment assez étonnantes. Alors elle intervient dans de très nombreux processus de l'organisme, des processus métaboliques, et lorsqu'on l'a découverte, on a su assez rapidement son influence contre le rachitisme et sur la fixation du calcium sur les os. Mais ce n'est de loin pas la seule fonction que remplit cette étonnante vitamine. Alors avant de commencer, parce que voilà, j'ai pris quelques petites notes puisque j'essaie de structurer quand même mon discours, puisque j'ai tendance souvent à m'éparpiller, puisque un sujet en amène un autre et des fois je reviens en arrière, etc. Voilà, c'est mon esprit qui fonctionne comme ça. Voilà, j'essaie de me forcer à avoir un esprit un petit peu plus de synthèse pour que ce soit plus compréhensible par la majorité des personnes qui regarderont cette vidéo. Donc je vais commencer un petit peu par l'histoire de la découverte de la vitamine D très rapidement. Faut savoir que durant la révolution industrielle, on a malheureusement fait travailler des enfants qui étaient confinés à l'intérieur, c'est d'actualité, et ils ne voyaient jamais le soleil, et j'y reviendrai, je parlerai du rôle essentiel que joue le soleil dans la synthèse de la vitamine D. Et donc ces enfants-là développaient ce qu'on appelle le rachitisme. Donc je ne vais pas développer le sujet du rachitisme. Si vous êtes intéressé pour savoir exactement ce que c'est, allez sur internet. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et on a donné petit à petit de l'huile de foie de morue. Si vous avez des parents, des grands-parents, ils vous parleront sûrement de l'huile de foie de morue qu'on les a forcés à boire parce qu'elle a de nombreuses vertus et elle contient notamment
de la vitamine D. Et on s'est aperçu que lorsque l'on donnait de l'huile de foie de morue à ses enfants, il n'y avait plus de rachitisme. Et voilà, on a commencé petit à petit à voir l'importance de cette vitamine capitale. Alors à quoi sert-elle? Eh bien, je le disais, elle évite le rachitisme, elle augmente considérablement la fixation du calcium sur les os, la fixation du phosphore, elle lutte contre l'hypoparathyroïdisme, le psoriasis, les faiblesses musculaires, elle a un effet sur l'épilepsie, elle diminue le risque de développer une sclérose en plaques, un cancer de la prostate, le cancer colorectal, le cancer du sein, et elle augmente l'immunité. Alors je dis « et » comme si ça s'arrêtait là, mais en fait elle a un nombre d'interactions, un nombre d'effets positifs tellement considérable que je n'ai pas pu vous faire la liste entière, mais ça me paraît quand même assez essentiel. Parce que je ne sais pas si vous connaissez les chiffres de cancer du sein, de cancer de la prostate, etc. C'est assez effrayant. On nous parle très souvent du dépistage, d'éventuels traitements, mais on parle assez peu, à mon goût, du rôle de la vitamine D dans la prévention du développement de ces maladies quand même assez graves. Donc je ne dis pas que la vitamine D évite cela à 100%, mais ça a un effet certain. Donc voilà, il faut que les gens le sachent. Alors pourquoi a-t-elle autant d'effets? Eh bien tout simplement parce qu'on s'est aperçu qu'elle jouait un rôle dans l'expression de plus de 600 gènes. Vous ne le savez peut-être pas, mais le corps humain est absolument incroyable. Et chaque seconde où nous parlons, il y a des millions, voire des milliards, je ne sais pas, c'est incalculable, on ne peut même pas le comprendre et se le représenter, de réactions biochimiques dans l'organisme. Il y a en permanence des cellules de notre corps qui meurent, des cellules qui naissent, des réactions anaboliques et cataboliques en permanence. Et il y a des synthèses qui doivent se faire au plus profond de la cellule, et l'information nous vient de notre ADN tout simplement. Et donc il y a des copies à réaliser pour créer de nouvelles cellules. Et plus ces opérations se produisent, plus il y a un risque d'erreur de copie. Je simplifie volontairement, hein, c'est plus compliqué que ça, mais c'est pour que vous compreniez bien. Et avoir un bon taux de vitamine D va considérablement diminuer le risque d'erreur de copie. Et ces erreurs de copie peuvent créer des dégénérescences globales de l'organisme qui vont amener à des cancers, à tout un tas de maladies, à une baisse du système immunitaire, etc. Et c'est des réactions en chaîne. Quand on connaît la complexité du corps humain, on sait que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a tout qui peut dégénérer. C'est pour ça que son rôle est absolument vital et qu'il ne faut surtout pas être carencé en vitamine D. Alors je vous donne un petit exemple comme ça, on s'était rendu compte qu'il y avait énormément de cas de sclérose en plaques en plus au Canada qu'en Équateur. Et on s'est rendu compte que c'était dû à la vitamine D via l'exposition au soleil, mais j'y reviens tout de suite. Alors où trouve-t-on la vitamine D? Alors on va vous dire, on trouve de la vitamine D dans les aliments et dans l'exposition au soleil. Mais il y a des précisions à apporter. Alors, dans quels aliments retrouve-t-on cette vitamine D? Alors, essentiellement dans les poissons gras, par exemple le saumon, le maquereau, la morue et les œufs, mais la partie jaune d'œuf, puisque rappelez-vous, je vous ai dit que c'était une vitamine liposoluble, donc qui se dissout dans les graisses. Et donc, on va la retrouver dans le jaune d'œuf et non pas dans le blanc qui ne contient pas de graisse. Et il y a sans doute également certains autres aliments qui en contiennent très peu, que je n'ai plus en tête, mais dont la quantité est assez dérisoire. Alors parfois, vous allez en retrouver dans certains produits laitiers en vente dans le commerce, mais ce n'est pas présent à l'état naturel, c'est simplement parce que ce sont des laits enrichis en vitamine D. Pourquoi, selon moi, parler de la contenance de vitamine D des aliments peut poser problème? Ça ne pose pas de problème de dire qu'il y a de la vitamine D dans certains aliments, mais il faut savoir que de toute façon, même les aliments les plus riches en vitamine D que vous pourrez trouver ont une quantité de cette vitamine, qui est plutôt une hormone, hein, je vous le rappelle, extrêmement faible par rapport aux besoins que nous avons, puisque nous sommes censés synthétiser cette vitamine D à 95%, pour ne pas dire 98%, par l'exposition
au soleil. Alors, pourquoi est-ce que je peux dire des chiffres comme cela, même s'ils sont approximatifs? Tout simplement parce qu'il n'y a aucune commune mesure entre la quantité que vous allez fabriquer via l'exposition au soleil et l'apport que vous aurez via les aliments. Je m'explique. Une personne lambda qui va manger à peu près normalement va consommer à peine 100 unités internationales de vitamine D. Si c'est quelqu'un qui mange des aliments très riches, peut-être qu'elle va monter à 400, mais vraiment c'est le bout du monde. Alors que si vous êtes en maillot de bain l'été, au mois de juillet à 14 h, eh bien vous pouvez fabriquer, si votre corps en a besoin, jusqu'à 15 000 unités internationales, ou UI, de vitamine D en une demi-heure, ce qui est absolument colossal. Donc il faut vraiment que vous compreniez bien que les aliments qui contiennent de la vitamine D eh bien, ne feront que atténuer très légèrement un éventuel déficit d'une exposition solaire. Alors comment fabrique-t-on donc cette vitamine via l'exposition au soleil? Eh bien tout simplement en ayant la peau exposée au soleil, une peau découverte, sans crème solaire. Alors en fait on recommande la crème solaire quand le soleil frappe fort, et c'est tout à fait normal, mais on s'est aperçu que l'utilisation de crème solaire diminuait énormément la production de la vitamine D qui doit être fabriquée par votre peau. Et donc il faut trouver vraiment le juste équilibre. Mais pour cette synthèse, il vaut mieux ne pas avoir de crème solaire. Alors il est plus raisonnable de s'exposer progressivement au soleil, peu de temps, voilà, pour éviter d'avoir la peau qui crame complètement l'été. Mais ce que vous pouvez faire tout simplement aussi, c'est passer un quart d'heure, une demi-heure sans crème et mettre votre crème après, puisque je ne vais pas non plus vous dissuader de mettre de la crème solaire, puisque c'est très important quand le soleil frappe fort. Alors cette synthèse se fait via le soleil, comme je l'ai dit 10 fois, via les ultraviolets B. C'est pour ça que lorsque vous allez, et je le déconseille, dans les cabines UV, où la très grande majorité des UV que vous recevez c'est des UVA, et bien vous ne fabriquez pas de vitamine D, ce sont les UVB, d'accord? Alors une exposition, je sais pas moi, de 20 minutes, une demi-heure par jour, suffit tout à fait à synthétiser suffisamment cette vitamine. Sauf qu'il y a un problème, et ça c'est très peu connu malheureusement, c'est que à certaines latitudes, eh bien, la longueur d'onde ultraviolet B n'est pas suffisante, notamment en France métropolitaine. Alors il y a une différence entre le nord et le sud de la France métropolitaine, bien sûr, mais même au sud, eh bien, pendant 6 mois de l'année, ça va quand même être insuffisant. Parce que donc voilà, la longueur d'onde ultraviolet B n'est pas bonne. Donc qu'est-ce que c'est 6 mois de l'année? Eh bien c'est tout simplement l'automne et l'hiver. Donc lorsqu'on est au printemps, lorsqu'on est l'été, si on est régulièrement dehors, normalement on n'a même pas à se poser la question de la vitamine D. Mais vous vous doutez bien que recevoir quelque chose d'indispensable pour nous une moitié d'année, ça pose problème. Alors on va dire elle se stocke. Oui, elle se stocke, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si demain je vous dis l'excédent calorique vous le stockez, vous fabriquez de la graisse. Donc vous n'avez pas de souci à vous faire, vous mangez comme des porcs tout l'hiver, tout l'automne et tout l'hiver, et après, durant le printemps et l'été, vous n'allez plus rien manger. Mais c'est pas grave, vous stockez l'excédent calorique via votre graisse. Bon, vous me diriez qu'il y a un problème si je vous disais ça. Eh bien c'est exactement le même principe avec la vitamine D, c'est-à-dire qu'elle se stocke, mais jusqu'à un certain point, et on est quand même fait pour avoir un apport régulier, et certainement pas pour s'interrompre 6 mois. Alors on va se dire, oui c'est bizarre, c'est mal fait, etc. Bon, il semblerait que nos ancêtres lointains vivaient beaucoup plus près de l'équateur, et en s'éloignant, eh bien on n'avait plus cet apport qui était indispensable. Et c'est aussi pour ça que plus on va au nord, plus on a la peau pâle, pour nous permettre de capter plus cette vitamine D. Alors ce que vous devez retenir, c'est que malheureusement,
pour avoir un taux adéquat, eh bien, il va falloir se supplémenter. C'est la seule solution. Pendant 6 mois, c'est-à-dire durant l'automne et durant l'hiver, pour être sûr, lorsqu'on vit à des latitudes plutôt élevées, éloignées de l'équateur, éloignées des tropiques, eh bien, il faut se supplémenter pour mimer un apport journalier, régulier, de vitamine D via le soleil. Alors, il faudrait vraiment un développement exhaustif du sujet, puisqu'il y a eu beaucoup de controverses, puisque on sait qu'il y a quand même un décalage absolument énorme entre les doses journalières recommandées par les instituts officiels et la dose préconisée par de nombreux scientifiques. Pourquoi? Puisque la dose recommandée a été faite de manière très empirique, c'est-à-dire que quand on a commencé à donner de l'huile de foie de morue aux enfants rachitiques, voilà, on s'est aperçu que une grosse cuillère d'huile de foie de morue suffisait à stopper le rachitisme. On a découvert qu'il y avait environ 400 unités internationales de vitamine D dans l'huile de foie de morue, donc on a considéré que c'était un taux adéquat. Sauf que c'est exactement le même problème qu'avec la vitamine C et le scorbut, puisque une très faible dose de vitamine C suffit à éviter le scorbut, mais la dose idéale est beaucoup plus importante. Avec la vitamine D, c'est exactement pareil. Une dose faible permet d'éviter le rachitisme, mais la dose idéale est bien plus élevée et de nombreux scientifiques l'ont démontré dans de très nombreuses publications extrêmement sérieuses. En réalité, il faudrait à peu près 10 fois plus de vitamine D. Il faudrait, disons, entre 2500 et 5000 unités internationales par jour durant les mois d'hiver pour avoir un taux suffisant de vitamine D. Après, c'est du cas par cas. Quelqu'un qui va se supplémenter, il devra plutôt commencer, on va dire, par 2500 pour pas non plus faire n'importe quoi, puisque en consommer trop peut être toxique. Alors la toxicité s'atteint quand même à des doses vraiment élevées, mais ce qu'il faut faire, c'est se supplémenter pendant 2 mois, 3 mois, faire une prise de sang et faire un contrôle. On sait aujourd'hui que lorsqu'on se supplémente, il faut se supplémenter de manière journalière et ne pas prendre des ampoules pour 3 ou 6 mois. Puisque ça revient, enfin c'est lié au sujet que j'ai exprimé tout à l'heure, à savoir que ça se stocke, mais jusqu'à un certain point. On a montré qu'avec de fortes ampoules, on va avoir une dose massive et ça va faire monter le taux sanguin en flèche et ça va redescendre très rapidement. Et en plus, ça a même montré que ça va descendre en dessous du taux préalable avant qu'on prenne cette ampoule. Donc il faut prendre des doses journalières. Alors le dosage sanguin, comment est-ce qu'il s'effectue? Eh bien, il faut demander à son médecin traitant de doser le taux de 25 OH vitamine D2 et D3. Ça va donner une très bonne idée de la concentration sanguine en vitamine D, qui se compte en nanogrammes par 1000 litres, je crois, ou nanogrammes par litre, je ne sais plus, à regarder. En tout cas, on considère qu'on commence à être en déficience en dessous de 30 et qu'on est en carence en dessous de 20, voire de 10 suivant les barèmes, et qu'il ne faut pas dépasser 100. Au-dessus de 100, ça commence à être toxique. Alors, si vous avez 30, vous êtes considéré comme non déficient et on vous dira qu'il n'y a pas de problème. Seulement, certaines études scientifiques tendent à démontrer qu'il vaudrait mieux, j'espère que vous m'entendez, avoir une dose entre 50 et 60. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cette dose-là, donc entre 50 et 60, qu'on obtient l'effet protecteur maximal, optimal, contre les maladies dont je vous ai parlé précédemment, notamment certains cancers. Donc c'est un effet préventif, encore une fois, certainement pas miraculeux. Alors il y a quand même de grosses disparités aussi en fonction des individus, puisque pour une même dose de vitamine D, le taux sanguin ne sera pas le même suivant les personnes, c'est génétique. Je prenais moi-même 5000 unités internationales par jour, j'ai fait un dosage, j'étais à 63 nanogrammes, il y a, je sais pas, j'avais fait ça il y a 2 ans, et j'ai maintenu en fait le même dosage, donc c'est 5000 UI, et là récemment quand j'avais fait un dosage, j'étais à 86.
Donc 86, c'est pas encore toxique, mais on se rapproche des 100, donc j'ai diminué les doses et je suis passé à 3000 UI. C'est pour ça que je vous invite vraiment de toute façon à vous renseigner auprès du corps médical formé, hein, puisqu'ils ne sont pas toujours formés aux vitamines. Mais lisez, documentez-vous et parlez-en à votre médecin et demandez des dosages. Voilà, en ce moment, c'est pas le moment de faire des dosages de vitamine D préventifs, hein, puisqu'on sort de chez soi en cas de nécessité absolue. Mais voilà, c'est à savoir, la vitamine D est un outil de prévention exceptionnel. Et pourquoi je vous en parle en ce moment dans la série Covid-19? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, elle a une efficacité certaine sur l'immunité. Voilà. Son intervention dans l'expression de ces 600 gènes n'est pas anodine. Ça permet d'avoir un bon système immunitaire. Il faut vraiment que vous reteniez ça. Alors, autre chose à dire, il y a la vitamine D2 et la vitamine D3. Bon, globalement, la vitamine D2, c'est celle que vous allez trouver dans certains végétaux, comme notamment les champignons. C'est l'ergocalciférol. Et la vitamine D3, c'est le cholécalciférol. Si vous supplémentez, prenez de la D3, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est la forme naturelle que vous recevez lors d'une exposition au soleil. Et c'est également celle que vous consommez lorsque vous mangez votre saumon, par exemple. Alors en ce moment, nous sommes au mois de mars, donc c'est encore un petit peu juste. On va dire que c'est à partir du mois d'avril en France métropolitaine jusqu'au mois de septembre. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, voilà, c'est ça. D'avril à septembre inclus, que vous pouvez synthétiser cette vitamine D par l'exposition au soleil. Ça explique aussi au passage que le mois de mars, c'est aussi la période durant laquelle les gens sont le plus carencés, puisque la majorité des gens ne se supplémentent pas. Ils ont passé 6 mois sans apport de vitamine D, quasiment, ou un apport très faible via l'alimentation, et ils se retrouvent au mois de mars avec un taux très faible, et l'immunité est très basse. Bon, dernier point à aborder, des fois on parle des dosages en microgrammes. Alors 1 microgramme, ça équivaut à 40 unités internationales. Voilà, comme ça vous le savez, puisque souvent on aime bien avoir chacun notre petit système de mesure, et du coup les gens n'y comprennent plus rien, donc voilà, c'est quelque chose à retenir. Voilà, donc j'espère que j'ai été suffisamment clair, suffisamment concis. Cette vidéo était un peu longue, mais je me devais de faire quand même un développement assez large. Même si le traitement de ce sujet n'est pas exhaustif, il faudrait faire une véritable conférence entière sur le sujet pour vraiment comprendre. Ce que vous devez retenir, c'est que le taux de vitamine D influe énormément sur votre immunité, que vous devez veiller à avoir toute l'année un taux correct de cette vitamine D pour être en bonne santé et avoir tous ces effets bénéfiques, que la majorité des personnes en France métropolitaine et en Europe du Nord sont carencées une grande partie de l'année et que c'est un vrai problème de santé publique. D'ailleurs, il y avait une étude qui avait démontré que si le Royaume-Uni recevait autant de soleil que la Floride, on pourrait éviter je ne sais pas combien de milliers de morts par an. Oui, oui, il y a une étude qui disait ça, c'était sa conclusion. Vous devez également retenir bien évidemment qu'il faut donc faire les tests sanguins pour vérifier son taux, pour être certain qu'on n'en prend pas trop, qu'il faut de préférence se supplémenter durant la période hivernale et la période automnale de manière journalière, et que durant le printemps et l'été, vous pouvez synthétiser cette vitamine par une exposition au soleil, peu de temps sans crème solaire, et vous mettez votre crème solaire après. Je vous rappelle également que je ne suis ni nutritionniste ni médecin et que tout ce que je viens de vous dire durant cette vidéo a une valeur simplement de conseil, et je vous invite à creuser ensuite le sujet par vous-même. Mais je tenais à vous parler de la vitamine D car c'est l'une des armes pour aider son immunité, et en ce moment, Dieu sait si on a besoin de renforcer son immunité. Il est évident qu'il vaut mieux faire attention de ne pas tomber malade, bien sûr, mais il faut aussi être certain d'avoir un bon système immunitaire au cas où, et de toute façon, voilà, ces conseils sont vraiment d'actualité, mais c'est quelque chose à laquelle il faut veiller de toute façon toute l'année.
Donc j'espère avoir été clair, concis, exhaustif sur le sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de votre vidéo, de me dire si vous prenez de la vitamine D, oui ou non, si vous aviez déjà connaissance des informations que je viens de vous donner, oui ou non. N'hésitez pas à me suggérer également d'autres sujets. La prochaine fois, bien sûr, je vous parlerai de la vitamine C, je vous parlerai du chlorure de magnésium, je vous parlerai de l'argent colloïdal. Soyez patients. En attendant, voilà, je vous souhaite beaucoup de courage dans cette période difficile que nous traversons actuellement. Vivement la fin de la crise. Je sais que c'est difficile, mais voilà, concentrez-vous sur les choses bonnes dans votre vie. Voilà, je vous souhaite un grand sourire, du bonheur. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Merci de liker cette vidéo et de la partager au plus grand nombre. À très vite.